Les chiens renifleurs de maladies, de véritables auxiliaires de santé. On dit souvent que le chien est le meilleur ami de l'homme et donc de sa santé. Nous allons voir qu'ils peuvent dépister les maladies, prévenir leurs propriétaires de l'arrivée par exemple d'une crise d'épilepsie ou d'un malaise qui peut être lié à une hypoglycémie. Et bien sûr, ce sont des compagnons indispensables au quotidien pour les personnes qui sont en situation de handicap ou encore pour des enfants qui ont pu être victimes d'agressions. Donc pour évoquer ce très beau sujet, je vous demande d'accueillir Monsieur Florian Offray, Madame Inde Baba Aïssa, Madame Stéphanie Martins, qui est accompagnée de son chien Oji, et Éric Troncy, que vous allez voir à l'écran et qui va intervenir depuis le Québec. Et pour animer les échanges, Béatrice Parino, donc, qui est rédactrice en chef adjointe du Point, qu'on peut applaudir également. Et donc, Béatrice, je vous passe tout de suite la parole pour évoquer ces compagnons à quatre pattes qui sont si précieux pour notre santé. Merci Hélène, bonjour à tous, bonjour aussi à Montréal. Merci Eric d'être parmi nous. Avant peut-être de démarrer, de comprendre un peu comment tout ça fonctionne, donnons la parole à Stéphanie qui est accompagnée par Oji. Et alors que fait-il, puisque c'est un mâle, que fait-il pour vous? Comment vous êtes rencontrés? En fait, ça fait 2 ans que j'ai Ogi. Il m'a été remis par Andy Chien. Et au quotidien, il détecte en avance mes crises d'épilepsie. En général, c'est 20 minutes à 1h30 à l'avance, suivant sa concentration. Mais des fois, il a fait 7h à 9h à l'avance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment il s'y prend? Comment il vous informe de l'arrivée d'une crise? En fait, il me donne des coups de museau. Et suivant mon temps de réaction, si je ne réagis pas, il m'aboie dessus. Et là, je sais qu'il faut que je me mette en sécurité. Très bien. Et comment vous avez fait la découverte en fait, de l'existence de ce type de chien? Ça vous a été recommandé par un médecin? C'est vraiment par hasard. J'étais en train de regarder les journaux et je suis tombée sur un article. Et je me suis dit, c'est ça qu'il me faut, un chien pour détecter l'épilepsie et pour pouvoir la vivre au mieux. Florian, vous, votre métier, entre autres, c'est d'éduquer, de dresser, je ne sais pas quel est le bon mot, vous allez nous dire, le bon verbe à employer, des chiens justement détecteurs ou d'assistance, c'est ça, et il n'y a pas que l'épilepsie. Alors effectivement, Andy Chien, c'est une association qui a été créée en 89. On a 7 grands profils de chiens d'assistance, donc des chiens d'assistance auprès de personnes à mobilité réduite, auprès d'enfants TSA, des chiens qui vont être mis à des professionnels de santé dans le secteur social, médico-social ou sanitaire. Également donc les chiens d'alerte ou de réponse pour les crises d'épilepsie. Et ensuite, deux autres profils qu'on a développés, le chien d'assistance judiciaire et le chien d'assistance à la réussite scolaire, avec une spécialité sur le chien d'accompagnement social remis aux équipes de santé, où pendant la période Covid, on a fait une expérimentation où on a pu travailler certains chiens en détection Covid. Alors, il y a beaucoup de chiens en activité là, qui travaillent, que vous mettez au boulot? Alors, on a remis depuis 89 entre 2500 et 3000 chiens d'assistance. À l'heure actuelle, on peut compter environ 1500 chiens actifs sur le territoire. Alors, mais j'imagine quand même il y a énormément de personnes malheureusement qui souffrent d'épilepsie, d'autres pathologies que vous avez citées. Comment finalement vous décidez que tel chien va à telle personne? Alors, on a un cursus de formation qui fait que on achète nos chiots. Plutôt l'inverse, c'est telle personne va à tel chien peut-être. Alors, c'est un peu les deux. C'est qu'on va travailler sur... donc, tous nos chiens passent sur le cursus de formation qui dure 2 ans. 18 mois en famille d'accueil,
On va socialiser le chien, l'amener dans tous les lieux publics, le mettre au contact de tout profil de personnes. Et dans les 6 derniers mois de son éducation, ils vont rentrer dans les centres. Et là, ce sont des éducateurs professionnels qui vont aller piocher les compétences chez le chien. Alors, sur le chien d'alerte pour personnes épileptiques, on va aller chercher un chien qui a du nez, un chien qui est très sensible au niveau olfactif. Et puis, en parallèle, on a le cursus de nos bénéficiaires qui font la demande à Andy Chien d'avoir régulièrement des nouvelles. Ils montent tout un dossier avec un certificat médical, etc., qui va en commission. Et là, on va aller joindre les deux, voir les compétences du chien, à la fois sur vraiment la technique, et puis sur l'environnement de vie, sur ce qu'en attend la personne, s'il y a un enfant à domicile, s'il n'y a pas d'enfant, si on est en plein centre-ville, si on est en campagne. Et donc là, on va aller pairer les deux pour avoir un couple comme Augie et Stéphanie. Je m'adresse à la fois à Eric et à Inde, qui sont nos scientifiques. Vous faites tous les deux de la recherche, vous vous intéressez à ces questions-là. Est-ce que je me trompe si je dis qu'aujourd'hui, on ne sait rien ne prouve en fait que les chiens sont capables de détecter une maladie, que pour l'instant, il y a de fortes chances que ça soit vrai, mais sur le plan scientifique, ça n'est pas encore prouvé, hein. Peut-être commençons par Eric à Montréal. Qu'est-ce qu'on sait? Que nous dit la science sur ça? Bonjour. Effectivement, c'est une question qui n'est pas encore réglée. Toutefois, on a tellement d'évidence que les chiens ont une capacité unique de détection et il faut, comme toujours en science, donner un peu de temps pour qu'on puisse espérer déterminer les mécanismes. C'est ce qui intéresse toujours les chercheurs, de pouvoir comprendre comment le chien parvient à détecter la présence de maladies. Et de ce côté-là, on peut être très confiant pour le futur. Inde, vous travaillez à Paris, vous avez participé à une recherche que vous avez dû en quelque sorte remiser au placard, mais qui vous a permis un petit peu d'avancer. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, puisque c'est une des dernières recherches sur le sujet? Oui, alors du coup, moi, je travaille sur le projet CADOG à l'Institut Curie, donc qui est un institut de lutte contre le cancer, en particulier le cancer du sein. Et donc, effectivement, on a mené une étude depuis 2016 sur la capacité des chiens à détecter le cancer du sein. Donc, on a eu dans un premier temps une première preuve de concept où, en fait, on présentait aux chiens des échantillons de sueur qui venaient de patientes qui avaient le cancer, qu'on mettait en parallèle avec des échantillons de sueur de patientes, de volontaires saines. Et donc, en fait, ce qu'on a montré à ce niveau-là, c'est que le chien était tout à fait capable de discriminer des échantillons de sueur de patientes ayant le cancer versus des personnes saines. Alors, ça, c'est super intéressant. Maintenant, ce n'est pas tout à fait du diagnostic médical. Donc, on n'en est pas encore à ce stade-là. Et donc, on a mené une deuxième étude qu'on appelle l'étude clinique et qui donc a été menée en 2020-2022, donc en plein milieu du Covid. Donc, il y a eu pas mal de problèmes logistiques aussi à ce niveau-là. Mais en gros, ce que cette deuxième étude, elle a montré, donc là, on proposait des échantillons aux chiens en sachant qu'il y en avait qui étaient négatifs ou qui s'avéreraient négatifs. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que le chien, il doit nous dire non seulement là, ça, c'est un échantillon qui est différent, et en plus, je reconnais qu'il est positif et qu'il est au cancer. Bon, en réalité, on a eu des résultats qui sont un petit peu mitigés, mais qui ont surtout ouvert beaucoup de questions, qui nous ont montré en fait tout ce qu'on ignorait dans le domaine de l'olfaction canine, et notamment pour le diagnostic médical, qui est que les supports d'odeur que nous, on utilise, qui nous paraissent à nous vides d'odeur, en fait, en chimie analytique, on révèle qu'ils en ont. Donc là, on travaille... Là, par exemple, l'exemple, vous utilisiez quoi comme support qui finalement ne convient pas? Des compresses stériles, qui a priori, on s'est dit que ça n'avait pas d'odeur. En fait, en chimie analytique, on se rend compte qu'il y a énormément de polluants auxquels nous, on n'est peut-être pas sensibles, mais les chiens peuvent l'être. Donc c'est un facteur potentiellement confondant et on recherche. C'est vraiment ce genre de choses qu'on essaye d'éviter afin de tirer des conclusions solides. Eric, vous avez préparé une petite vidéo pour nous. On va peut-être la lancer. Vous la commentez en direct ou vous souhaitez commenter après la diffusion de la vidéo? Comment vous souhaitez faire? Oui,
Je peux peut-être le faire après. En fait, c'est Très une bien. petite vidéo qui détaille l'apprentissage des chiens. Et dans l'étude qu'on a faite au Canada, on est parti de chiens qui sont totalement naïfs. Naïf. C'est-à-dire qui ne sont pas professionnels. Très bien. Allons-y alors, regardons la vidéo. Yes, sir. Yes, sir. Easy. 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 Yes, sir. Good girl. Reste là, reste là, reste là. All right, check. Yeah! Sweat. Yes, sir. Good girl. Good girl. Yes, sir. Good girl. Sweat. Yes, sir. Good girl. Good girl. Oh, wait, sweat. Oh, wait, where's sweat? Yeah, good girl. Good girl. Okay, back to work. Yes, good boy. That's it. Sweat. Yes, sir. Good girl. Good girl. Okay, back to work. Sweat. Yes, sir. That's it. That's it. Okay, repeat. Sweat. Yes, sir. Good girl. Good girl. Okay, back to work. Back to sweat. Check, check, check. Yes, sir. Back to work. Sweat. Yes, sir. When I speed. Nice. Oh, just. Oh, sweat. Boom! Yes, sir. That's a good girl. Yes, sir. By yourself, man. Okay, man. That's it. Go work. Sweat. That's it. Yes, sir. She knows come here. And she did. Okay. What does that need? Okay. Back to sweat. Oh, wait. See? I go work. Sweat. Yes, sir. Good girl. Yes, sir. That's a. Yes, sir. Back to work. Sweat. Yes, sir. Good girl. Good girl. Yes, sir. Okay, back to sweat. Check here. Yes, sir. Good girl. Good girl. Yes, sir. I think the tiger rings. I'm gonna go work. And when I go work, sweat. Check. 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 I'm gonna go work. Sweat. Where's sweat? Check here. Check here. Check here. Where's that sweat? Come on. Where's sweat? Is there a sweat? Montre-moi sweat. You sweat. Yes, sir. Good girl. Oh, sweat. Check, check. Check. JC, JC. Where's sweat? You sweat? Montre-moi sweat. Yes, sir. Good girl. Good. Eric, alors qu'est-ce que faisait cette good girl? Je pense que vous l'avez compris. Ce sont des mâles en plus, mais Manieur a pris l'habitude de toujours les appeler good girl. Donc, on voulait vous montrer qu'en fait, l'apprentissage de la détection olfactive pour le chien, c'est un travail très progressif, mais sur lequel il faut absolument garder le goût du jeu pour le chien. Et donc, en permanence, on essaye de favoriser son apprentissage en l'enrichissant, en l'entraînant de manière positive avec des récompenses qui sont des gâteries ou sa balle de jeu préférée. Et on a besoin pour justement au niveau scientifique s'assurer de ce qu'on peut obtenir, de répéter les enseignements et s'assurer que le chien nous donne un signal clair. Donc, si je reprends en fait les différentes phases que vous avez vues résumées en 3 minutes à peu près, c'est un travail d'à peu près 12 mois et l'entraînement des chiens, lui, se fait sur environ 4 semaines. Donc, en 4 semaines, on est capable de partir d'un chien qui n'a jamais reniflé
de chiens qui, sur présentation d'échantillons, qu'ils soient positifs ou négatifs à la Covid, ont un taux de sensibilité qui oscille entre 84 et 97%. Et au niveau ce qui est plus intéressant à notre sens, au niveau des négatifs, oscille aux alentours de 93 à 98%. Donc, on voit que le chien est capable de reconnaître l'odeur Covid, mais je souscris totalement en fait au grand défi qui est associé avec l'origine de l'échantillon. Comment est-ce qu'on le conserve, comment est-ce qu'on le présente aussi à l'animal. Tout ça, ce sont des défis extrêmement importants à prendre en compte. Si vous avez remarqué, lorsque nous, on fait évaluer la détection par nos chiens, le chien apprend d'abord à s'asseoir sur un tapis pour démarrer, puis ensuite, il vient renifler. Donc, on a dû lui apprendre à renifler l'odeur Covid en premier lieu. Une fois c'était le point le plus critique. Une fois qu'on a pu s'observer que les chiens étaient vraiment efficaces, on les a exposés à des lignes de positifs et de négatifs. Et ce qui nous importait de manière très importante, parce que Covid, ça touchait à peu près, bon, c'est variable, hein, bien évidemment, on le sait tous, mais mettons qu'il y ait 10% simplement d'occurrences dans la population, bah, ça veut dire qu'on a un échantillon positif pour 9 négatifs. Et donc, on a exposé nos chiens à beaucoup de lignes négatives. Et ça, c'est compliqué pour un chien. Parce que dans la langue, ben, dès qu'il renifle une odeur positive, il fait un lien avec une réaction bénéfique pour lui, une récompense. Et donc, on a dû lui apprendre, et c'est ce que vous avez vu sur le passage ligne négative, le chien vient s'asseoir sur un tapis à droite du test, et là, il est récompensé parce qu'il vient de détecter une ligne entièrement négative. Donc, tout ça, c'est des apprentissages qu'on bonifie au fur et à mesure de nos connaissances avec les chiens détecteurs, et on se rend compte qu'en fait, c'est extrêmement important de garder les chiens dans un environnement également le plus neutre possible, parce que dans sa relation avec le manieur, ben, ce dernier, des fois, il est tellement, vous avez entendu, il est tellement enthousiaste, il veut tellement pour le chien qu'il peut être une source de confusion pour la détection du chien. Donc là également, c'est tous des aspects sur lesquels nous, les scientifiques, on veut standardiser davantage l'apprentissage et l'intervention du manieur humain pour laisser de plus en plus le chien exprimer en fait sa qualité de détection. Mais tous les chiens pourraient détecter une maladie, des maladies? Alors, sur les 3 chiens que nous, on a essayé, c'était positif. Okay. Et vous, Inde? Alors, n'importe quel chien, potentiellement, oui. Après, on sait qu'on a des différences entre les races de chiens. Il y a certains chiens qui ont certaines races qui ont plus de récepteurs olfactifs que d'autres. On a des chiens qui vont être sélectionnés pour le travail. Donc aussi, alors, est-ce qu'ils sont capables, de manière anecdotique, de le détecter? Peut-être. Est-ce qu'ils sont capables de le faire dans un cadre de travail et d'outils diagnostiques? Probablement pas. Là, on va avoir, je pense, beaucoup de réflexions, beaucoup de chiens qu'on va éduquer et en fait sur lesquels les performances ne seront pas suffisantes pour qu'ils deviennent des chiens de détection médicale. Vos chiens à Montréal que vous avez donc éduqués à détecter le Covid, c'était quel type de chien? Alors, on avait 2 labradors et un berger allemand. Et en fait, je rebondis absolument. Dans la qualité du chien, il faut d'abord savoir s'il va pouvoir être un chien de travail. Et ça, c'est extrêmement important dans l'apprentissage de pouvoir détecter des chiens qui ont envie de travailler et surtout qui aiment travailler, qui s'amusent à travailler. C'est pas très différent des humains. Hein. Si on regarde, il y en a certains qui préfèrent être dans leur pouf, puis il y en a d'autres qui préfèrent être sur le lieu de travail, à collaborer et à jouer avec nos éducateurs pour se donner en fait une activité dans laquelle ils s'épanouissent. Nous, c'est vrai que je ne me suis pas présenté, mais nous, on est des scientifiques vétérinaires. Hein, donc, on travaille. Nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la relation entre l'homme et le chien. Et on travaille énormément sur la communication qui peut s'établir entre les 2 espèces.
Justement, Stéphanie, vous, avant d'accueillir chez vous Ogi, vous avez dû apprendre à vous connaître. Qu'est-ce que vous avez dû faire? J'ai pas connu Ogi avant, je l'ai eu au stage. Mais par contre, je devais envoyer, moi, des échantillons d'odeurs d'épilepsie pour qu'ils puissent travailler au centre, justement, à détecter cette odeur. Et ça, Florian, ça prend du temps parce que vous avez évoqué 2 temporalités, hein, Eric, 1 an et 4 semaines, c'est ça? Vous avez aussi, vous, dressé des chiens détecteurs de Covid. Vous êtes plus ou moins vous étiez sur 6 semaines, hein, On était environ entre 4 et 6 semaines de formation sur le chien Covid, en sachant que c'était déjà des chiens de travail. Donc alors, Oui. pas forcément sur l'olfaction, mais ce sont déjà des chiens qui ont une appétence pour l'approche humaine et pour la mise au travail. Donc on a cette facilité-là. Et des chiens qu'on travaille depuis très jeunes à être positifs dans l'éducation. Donc c'est des chiens qui sont récompensés régulièrement, qui ont une appétence pour le travail. Et forcément, c'est beaucoup plus fluide dans l'apprentissage derrière. Je reste sur le Covid. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. On a vu même des reportages ici en France sur le sujet, mais ça n'a pas été déployé. Je ne sais pas si au Canada ça a été le cas. À quoi ça aurait pu servir et combien de chiens on aurait dû avoir finalement quand on voit le nombre de tests qu'on a fait ici en France? Alors, au sein d'Handichien, l'idée qu'on avait proposée, c'est de pouvoir travailler sur les chiens qui étaient déjà remis dans les structures sociales, médico-sociales. Donc, par exemple, dans les unités de vie protégée avec des personnes Alzheimer qui, malheureusement, devaient avoir des tests PCR réguliers, ou bien dans des IME avec des enfants autistes, où là, malheureusement, tout ce qui est test PCR devenait très complexe, avec des contentions pour les réaliser. Et ce domaine-là, on a presque 400 chiens qui sont dans les établissements, et on pouvait facilement avoir 40 à 50 chiens qui pouvaient être formés. La demande, nous avait été faite par la Direction générale de la santé, d'envoyer des chiens en formation, d'apprendre la méthode. On a 3 éducateurs aujourd'hui en France qui connaissent cette méthode. On a 3 chiens qui sont efficaces. Un qu'on a maintenu en capacité sur l'Alsace POCA. Mais une fois qu'on a eu toute cette formation de lancer, le financement pour la suite de l'opérationnalisation n'a pas été accordé par l'État, ce qui fait qu'on n'a pas pu le développer. Il faut juste savoir qu'Handichien, c'est une association et on ne peut pas porter non plus ce type de formation dans nos charges. Eric, vous, à Montréal, l'idée quand vous faites cette recherche, c'est que ça sorte de vos murs ou c'était une expérience parmi d'autres? Non, on était effectivement dans la même réflexion que celle présentée par Handichien, parce que Covid, on ne la connaissait pas du tout, cette maladie-là. On était tous en fait prisonniers, hein, puisque on s'est retrouvés, nous, en particulier au Québec, avec un confinement extrêmement sévère de toute la population. Donc ça nous a un petit peu perturbés en tant que scientifiques santé publique, parce qu'on trouvait que l'approche d'aller d'abord préserver les personnes les plus susceptibles, les plus sensibles, et en ce sens-là, nous semblait plus intéressante. Et l'utilisation des chiens détecteurs nous apparaissait extrêmement séduisante. En fait, pour pas faire de cachette, on fait face à plusieurs lobbies, des lobbies de croyances, et puis les scientifiques ne sont pas, je dirais, non sensibles également. On a, vous le savez, on a fait face pendant cette crise Covid à des dépenses monstrueuses dans la détection, avec des tests analytiques chimiques sur lesquels il y a une croyance plus forte, alors que très clairement, si on prend les tests antigéniques à l'heure actuelle, ils sont moins performants de très loin que les chiens. Et ce qu'on a pu aussi relever sur les chiens, ce qui semble encore plus intéressant, c'est qu'ils semblent plus sensibles lors des premiers signes précurseurs, donc lors des premières expositions au virus, alors que le test PCR lui-même ne l'est pas. Donc, on a quand même des éléments extrêmement positifs de ce côté-là, mais ensuite, ça revient dans, je dirais, l'assurance qu'ont
les décideurs de s'en aller vers une forme de détection qui sorte des créneaux habituels. Et je pense que ça, psychologiquement, on a fait face dans tous les pays, on a fait face à ces craintes, à ce recul un petit peu administratif, de pouvoir faire confiance à un outil qui est un être vivant, qui est un chien qu'on utilise nous pour la détection. Florian, éduquer un chien à Covid ou épilepsie, ça coûte combien? Alors, chez nous, un chien en fin de formation, c'est environ 17 000 €. Effectivement, ça paraît énorme, mais quand on regarde les apports qu'on peut avoir sur la santé des différents types de bénéficiaires lors des attributions, on sait que ça réduit aussi certains coûts au niveau santé. Et donc, aujourd'hui, on pourrait avoir un regard sur une prise en charge de ces chiens. Et de manière très pratique, un chien qui a été dressé pour sentir le Covid, il aurait pu tester combien de personnes par jour? Alors, c'est aléatoire. Je suis en train de calculer sa rentabilité. Ce qui est aléatoire, on dit quelquefois qu'un chien, c'est environ, alors, en termes techniques, 100 coups de nez ou 100 sniffs par jour, ce qui est énorme. Mais sur 50 entre 50 et 100, je pense qu'on est dans la réalité. Alors, Inde, on a parlé Covid. Oui, Eric, je vous en prie. Où en fait, on a développé, on continue à développer des appareillages pour optimiser la détection. Donc, c'est ce qu'on appelle des stations de reniflage, ce qui nous permettent de doubler finalement, sans que cela, donc à peu près 200-250 reniflages qu'on est capable d'exposer l'animal par journée, sans que cela entraîne une quelconque fatigue, parce que c'est ça l'élément qui est critique. Et juste pour vous indiquer aussi, là, dans les chiens qu'on a testés, nous on avait un jeune chiot de 8 mois. On s'est dit on va l'essayer, on va voir un petit peu. Le défi, c'était son degré d'apprentissage, d'acceptation du travail, et ça s'est très bien passé également. Donc on peut optimiser, c'est comme toutes les méthodes. En gros, si on compare au niveau des coûts, je peux vous aider déjà. Un chien, ça va revenir à peu près entre 1 et 2 $ canadiens du reniflage, lorsqu'un test PCR revient à 150 $. La différence est plus que conséquente. Inde, on a parlé Covid, maladie infectieuse, puisqu'on est tous ici médecins, on le sait. Le cancer, c'est autre chose. C'est par définition, intuitivement, c'est plus compliqué pour un chien, vous pensez, à détecter ou... Et il semblerait que ça le soit, oui. Il faut savoir que donc du coup, avec la chimie analytique, on sait que les différences qui existent entre des patients qui présentent un cancer, surtout pas à un stade métastasé, un stade, on va dire, primaire, versus des personnes, des volontaires sains, en fait, la différence, elle est relativement fine, et on est sur des concentrations de molécules olfactives relativement faibles. Donc, à la différence d'une infection qui va provoquer, entre guillemets, une espèce de tempête immunitaire. Et donc, en fait, plus on a de changements via la tempête immunitaire, plus on a de chances d'avoir des modifications fortes du nombre de molécules, de la concentration des molécules olfactives. Nous, dans le cancer, on est sur quelque chose de chronique qui évolue de manière plus ou moins lente et où, effectivement, les concentrations sont faibles, ce qui veut dire que c'est difficile pour les chiens. Plus la tâche sensorielle est fine, plus on va devoir avoir un entraînement parfois long pour que l'animal puisse généraliser l'odeur, puisse vraiment s'en être imprégné et avoir vu les différentes caractéristiques. On a chacun notre odeur. Donc quand on leur demande de trouver une odeur faible au milieu d'une odeur complexe qui peut varier, il faut laisser le temps aussi à l'animal de se faire son idée, de vraiment comprendre ce qu'il doit chercher. Parce qu'en fait, nous, on ne sait pas, en fait. C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'en fait, vous lui demandez de chercher une odeur que vous ne connaissez pas, que les scientifiques ne connaissent pas. Voilà, exactement. En fait, on a des pistes sur les schémas olfactifs qui peuvent exister. Maintenant, on n'a pas encore réussi à montrer quel est le schéma olfactif du cancer du sein. Est-ce que c'est la même chose que dans un autre cancer? Ça, on ne le sait pas. Mais par contre, et c'est ce qu'on essaye de prouver aussi, il ne faut pas oublier qu'on est dans une démarche de recherche, on n'est pas encore sur une démarche d'opérationnalisation de la chose, et donc on veut vraiment montrer que le chien peut le faire.
Alors ça, c'est aussi dans l'idée que peut-être qu'à terme, on ne va pas forcément utiliser les chiens pour faire la détection olfactive du cancer. Peut-être qu'à terme, en fait, ce qu'on va avoir, ce sera des nez électroniques qui vont utiliser l'odeur pour faire du diagnostic. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, en fait, le chien s'avère beaucoup plus efficace que le nez électronique dans ce cas-là. Mais l'idée, c'est que le chien va peut-être prouver que c'est possible. Alors, si j'ai bien retenu, votre taux de réussite pour détecter le Covid a été, avec un chien, a été plus efficace que des tests PCR. En revanche, Inde, sur vos recherches, les recherches que vous avez effectuées sur le cancer, vous avez obtenu de bons résultats, mais quand même qui sont plus faibles que les résultats qu'on obtient avec une mammographie. Vous nous redonnez les chiffres et vous nous expliquez pourquoi en fait il est important que vous atteigniez un chiffre qui s'approche de la mammographie. Oui, alors du coup, dans la preuve de concept, on était à 90% de sensibilité, ce qui est excellent, ce qui est d'ailleurs même un peu meilleur que la mammographie. Maintenant, on avait forcément un positif dans la ligne. Donc on est un petit peu sur le même concept que ce qu'a montré Eric. On a des lignes d'échantillons et plein de négatifs et puis un positif. Là, dans le cadre de l'étude clinique, on avait des lignes de négatifs et des lignes avec un positif. Sachant que le chien ne le savait pas, et en fait, dans notre phase de test, le maître non plus, le meneur ne le savait pas non plus. Et donc là, on a eu environ 60-65% de sensibilité, donc ce qui est quand même assez inférieur à ce que la mammographie a pu montrer. Et on a eu aussi une spécificité qui était un peu basse. Donc ça nous a donné pas mal d'indications aussi qu'il y avait potentiellement des biais confondants pour le chien, qui faisait que ça lui perturbait son apprentissage et sa capacité à nous montrer l'endroit où il y avait une différence. Et donc là, j'en ai cité, par exemple, le support de l'odeur, la conservation de l'odeur, potentiellement la méthode d'apprentissage, parce que, comme Eric le disait, nos maîtres chiens, c'est des gens qui sont hyper investis, surtout quand ils travaillent sur des projets de recherche comme ça, c'est des gens passionnés aussi, et ils ont très envie que ça marche. Le chien, il le sent. Et donc, quand le chien le sent, le chien va vouloir vraiment absolument montrer quelque chose. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on est en train de contrôler avec nos nouvelles études qu'on est en train de mener. Voilà. Donc ensuite, sur les chiffres, comme vous me demandiez, donc 65% pour nous, c'est pas suffisant parce qu'en fait, c'est d'un point de vue statistique. On sait que si on met un échantillon positif, il n'y en aura qu'un dans la ligne et on a 4 cônes. Donc en fait, d'un point de vue statistique, il faut qu'on soit à 80% pour être absolument certain du résultat. Stéphanie, je reviens sur votre expérience. Vous nous avez expliqué que votre chien a été éduqué à sentir l'odeur de l'épilepsie. Ça veut dire, pardonnez-moi, mais si vous pouvez un peu nous expliquer, ça veut... Qu'est-ce qu'on lui faisait sentir? Comment vous préleviez ces échantillons? Comment vous les transmettiez? Et vous, après Florian, qui êtes de l'autre côté, comment vous avez... Alors, vous n'êtes pas occupé de ce chien en particulier, mais d'autres chiens? Oui, quand j'avais des crises d'épilepsie, en fait, on récupérait avec des cotons la sueur. Et après, je les envoyais au centre handi-chien parce qu'apparemment... on dégagerait une odeur que après les chiens peuvent détecter. D'accord. Et une fois que vous avez les échantillons, donc nous les chiens, c'est ce qu'on voyait dans la vidéo, on va créancer le chien à une odeur spécifique et on va également présenter différentes odeurs, donc de Stéphanie au repos, en activité physique et l'odeur de crise, pour que le chien puisse bien différencier les différents types d'odeurs. Et quand Stéphanie va avoir une crise, cette odeur se dégage et donc Augie va là venir spécifier à Stéphanie qu'il y a une crise en sachant qu'on va à chaque fois généraliser cet apprentissage pour que ce soit le plus facile. Et c'est pour ça qu'on voit Augie qui est très proche de Stéphanie, qui est toujours dans l'observation, qui va très rapidement, en cas de besoin, venir ce qu'on appelle poker, donc venir mettre un coup de truffe sur la cuisse pour signifier la crise. Alors vous ne le voyez pas dans le public, mais Augie... Alors oui, vous le voyez, il est très beau, mais il est un petit, il est un petit écrit qu'il ne faut pas le toucher, il ne faut pas le caresser. Pourquoi il ne faut pas le caresser?
En fait, dans toutes les méthodes d'apprentissage et surtout sur les chiens d'assistance remis là à une personne, le fait de caresser Oggy va le perturber dans sa mission et le lien d'attachement qu'on doit garder doit être très très fort vers son bénéficiaire. Si on le caresse, si plein de personnes le caressent, on va le perturber et il va prendre cette habitude d'aller vers n'importe qui. Alors sur certains profils de chiens, c'est parfait. Le chien d'accompagnement social qui va être en maison de retraite, le chien d'assistance réussite scolaire ou autre, c'est parfait. Là, vraiment spécifiquement, c'est important qu'il n'y ait que son maître, que son bénéficiaire qui puisse le caresser, en sachant qu'on a également certains profils chiens d'assistance où quand le maître n'a que très peu de capacité motrice avec une main qui va à peine se poser sur le chien, si à côté on a un humain qui vient et qui le frotte fortement, on va forcément bénéficier plus à ce moment-là de cette caresse-là et donc perdre un tout petit peu de lien avec son maître. Oggy, il a beaucoup changé votre vie, votre quotidien? Oui, avec lui, maintenant, j'ai retrouvé de l'autonomie. Je peux ressortir en toute sécurité et j'ai plus cette peur de la crise qui va arriver à l'improviste. Mais avant de l'avoir, vous aimiez les chiens ou vous êtes auto-convaincu qu'il fallait que vous en passiez par là, avoir un chien chez vous? Après, j'ai toujours aimé les animaux, mais c'est vrai que justement, je me suis dit, j'aime bien les animaux et un chien qui pourrait m'aider à vivre au mieux l'épilepsie, ce serait bénéfique en fait. D'accord. Mais dans vos travaux, Inde et Eric, vous l'avez un petit peu évoqué, hein, Eric, il y a quand même le sujet de l'acceptabilité finalement qu'un chien soit un traitement, un produit. Dans votre quotidien, à quelles difficultés vous faites face? En fait, on fait face à, je dirais, d'abord à une croyance, et je rebondis aussi là sur la comparaison entre les statistiques. En fait, nous, scientifiquement, ce qu'on a pris pour acquis, c'est qu'on ne donnerait pas pour certain que le test PCR était le meilleur. Donc, quand on fait les analyses de comparaison de réussite de détection de nos chiens, ils ont autant de chances de réussite que les autres tests. Et alors, c'est des analyses statistiques qui sont compliquées, qui ne peuvent être faites que par des experts statistiques, mais qui nous démontrent très clairement qu'à ce moment-là, il n'y a pas de supériorité du test PCR. Donc, on voit par rapport aux chiens. Et donc, dans cet aspect-là, quand on compare des pommes avec des poires, vous voyez que c'est là que ça peut être délicat. Et on a un a priori, surtout du domaine médical, qui est compliqué parce que c'est des gens qui baignent dans un environnement laboratoire avec des machines et on se rend compte qu'en fait, quand on commence à en discuter, il y a toujours un a priori assez positif. Puis rapidement, on voit que oui, non, mais là, vous comprenez, nous, l'appareil, là, il nous a coûté tant, et puis il faut qu'on puisse l'utiliser. Et oui, on comprend très bien, mais si l'appareil est moins bon que la détection par le chien. Et donc, c'est ce qu'on nous demande sans arrêt de devoir justifier, alors qu'en fait, c'est pas la même approche de détection, tout simplement. Inde, vous faites face à quelles difficultés? Je pense que c'est un petit peu la même chose que ce qu'Éric disait. Il y a un scepticisme de la communauté médicale qui est non négligeable. Alors, dans certaines communautés médicales, on a aussi des médecins qui sont vraiment convaincus que le chien est capable de le faire, notamment des oncologues qui, eux, ont des cas cliniques où des gens, donc particulièrement sur le mélanome, le cancer de la peau, ils ont des gens qui viennent consulter parce qu'ils nous disent moi, mon chien, il s'acharne sur une zone de ma peau, il n'arrête pas de la lécher, de la renifler, de la poquer. Puis en fait, c'est vrai qu'en regardant, c'est un peu bizarre. Bon, la biopsie, il s'avère que voilà, c'est une tumeur. Donc on a ces anecdotes qui, pour l'instant, en fait, c'est vrai, sont encore au stade anecdotique, sont encore au stade de cas cliniques reportés. Et donc, nous, ce qui est très important, et c'est pour ça que CADOG, pour l'instant, c'est pas encore un dépistage médical, un outil de dépistage médical, c'est un projet de recherche. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment faire les choses extrêmement bien, scientifiquement, de manière très carrée, notamment afin de donner de l'appui, donc déjà de vérifier que c'est possible, de vérifier dans quelles conditions c'est possible, et puis de donner un appui aux futures initiatives justement de diagnostic médical par le chien. Donc nous, toutes les recherches qu'on fait, elles vont faire l'objet de publications scientifiques
internationales. Ça, c'est très important pour nous. Donc, ils vont être revus par des pairs, etc. Vraiment, donc c'est dans l'idée de justement balayer un petit peu ce scepticisme de la communauté médicale, pour eux comme pour nous d'ailleurs, pour se conforter dans l'efficacité de la chose. Dernière question, et après je vous laisse la parole au public pour que vous puissiez poser vos questions. On a parlé des chiens, mais est-ce qu'il y a d'autres animaux que vous pourriez employer, faire bosser un petit peu? Eric, Il y en a plein. Il y en a plein. Ah là là. Oui, il y en a plein. Que de promesses. Il y a des démonstrations avec des rats qui sont capables de. Alors là, ça serait moins facile... acceptable encore qu'un chien. Là, ça dépend. Hein. Vous savez, nous, comme vétérinaires, on a l'habitude de travailler très fréquemment avec tous les types d'espèces animales. Mais il y a aussi eu des furets. Donc ça peut être peut-être plus facile, qui est un animal de compagnie quand même assez fréquent en Amérique du Nord. Donc toutes les capacités olfactives sont, je dirais, sont quand même assez développées chez nos mammifères en tout cas. C'est évident que le chien se distingue quand même. On a déjà des évidences un peu plus anatomiques et physiologiques qui supportent la capacité assez unique du chien. Et puis là encore, dans le chien, effectivement, comme on l'a rappelé tout à l'heure, il y a certains chiens qui ont plus de capacités que d'autres. Mais il y a effectivement beaucoup d'autres espèces qui pourraient être adaptables, c'est certain. Alors, je suis totalement d'accord avec Eric. En fait, il y a plein d'autres espèces qui ont les capacités olfactives, qui pourraient le faire. Le chien, il a une place particulière, notamment parce qu'il a été sélectionné dans son évolution pour travailler avec l'humain, notamment, pour être au contact de l'humain. Et donc, c'est vrai que sur des tâches qu'on leur demande de faire qui sont quand même relativement difficiles, avoir un animal qui soit quand même dans le jeu, donc dans le plaisir de travailler, parce que c'est littéralement ça, le chien ne travaille pas, il joue. Et donc du coup d'apprendre et de pouvoir effectuer un certain nombre de répétitions, c'est quand même une tâche un peu répétitive. Il n'y a pas beaucoup d'autres animaux que le chien qui ait vraiment l'appétence pour ça. Merci beaucoup. Oui, je voulais simplement indiquer qu'en fait il faut prendre l'animal dans son ensemble. Nous, on voit avec nos yeux essentiellement. On a quand même une capacité visuelle qui est assez unique et développée. Le chien ne voit pas de la même façon que nous. Et nous, on travaille là-dedans. Les chiens voient en sentant. L'olfaction intervient dans la détection visuelle de son quotidien au chien, ce qui n'est plus du tout le cas pour nous. De temps en temps, on a plusieurs anecdotes, par exemple, pour les personnes avec déficience visuelle, où on rapporte très fréquemment qu'ils développent leur perception olfactive de manière plus grande. Mais le chien, il l'a en permanence, donc il se développe avec cette capacité olfactive-là. Merci beaucoup. Alors, je propose effectivement que nous prenions vos questions. Donc, n'hésitez pas à lever la main. Un micro, voilà. Madame, la première question. Merci, bonjour. Je ne sais pas si on m'entend bien. Donc, en tant que futur ergothérapeute, je serais sûrement menée à accompagner des patients dans l'acquisition d'un chien. Donc, j'aimerais savoir un peu quelle est la démarche justement pour adopter un animal qui est formé. Sûrement qu'il y a des délais d'attente à prendre en compte. Et aussi, est-ce qu'il existe des financements? Merci. Alors, aujourd'hui, effectivement, pour avoir un chien d'assistance, donc dans un profil d'ergothérapie, on va partir sur une structure sociale, médico-sociale. On passe par deux phases. On a une phase d'accompagnement à l'écriture de projet, où on vous accompagne. On a notre président actuel qui a fait une thèse en droit sur l'accueil d'un chien dans le secteur médico-social, qui va permettre de cadrer l'intégralité du programme, c'est-à-dire le planning d'activité du chien, le budget qu'il faut gérer, où le chien va vivre, la logique de vie du chien dans l'établissement. Une fois que ce projet est mené et écrit, alors, il m'est renvoyé, validé, et ensuite on a environ entre 6 mois et 1 an d'attente pour obtenir le chien, qui là vous est attribué sur une formation de 15 jours. Très bien. Et financement? Alors les financements, il faut regarder, certaines fondations comme la Fondation Adrienne et Pierre Sommer vont faciliter le travail et l'incorporation de chiens dans le secteur médico-social.
Après, on est organisme de formation à Handy Chien, donc toutes les formations peuvent être prises également en charge par la formation professionnelle. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre Pardon, question? Hélène, je rebondis. Stéphanie, vous, comment vous l'avez obtenu, votre chien? C'est pas la sécurité sociale qui vous le rembourse? Non, après, moi, il m'a été remis gratuitement et j'ai eu un délai de 1 an et demi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? N'hésitez pas à lever la main. Oui, une question là-bas, s'il vous plaît. Bonjour, moi je voulais savoir, donc vous disiez que vous ne pouviez pas sentir la différence entre les différents échantillons, mais est-ce que vous avez observé des différences biologiques entre ces échantillons, des protéines ou supplémentaires, par exemple dans les échantillons d'épilepsie? Alors, l'épilepsie, Handy Chien a mené une étude avec le laboratoire Ethos de Rennes qui nous a permis de définir qu'il y avait, alors sous contrôle de mes amis chercheurs, une odeur spécifique à l'épilepsie. Donc c'est une étude qui a été menée par Amélie Catala sous la direction de Marine Grand-Georges, qui est accessible directement et qui nous a permis en fait de pouvoir généraliser à terme l'éducation de ces chiens et plus forcément, comme l'a expliqué Stéphanie, aller travailler avec des échantillons personnels. Alors, les échantillons personnels arriveront de toute façon en bout de course quand le chien aura été sélectionné pour une personne, mais dans la phase précoce de travail, on va pouvoir travailler avec une odeur de synthèse. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Monsieur, on vous écoute. Merci pour la présentation, mais vous n'avez pas du tout évoqué les chiens pour malvoyants. C'est l'origine finalement de l'aide des chiens. Et là, c'est sacrément complexe parce qu'ils ont à intervenir dans toutes les opérations de la vie de quelqu'un toute la journée, traverser la rue, des tas de domaines qui sont extrêmement complexes. Alors, en fait, je ne suis pas intervenu sur les chiens guides d'aveugles, tout simplement parce que Handy Chien ne remet pas de chiens guides. C'est une autre association, c'est une fédération au niveau national aujourd'hui qui est existante. Handy Chien ne fonctionne pas dessus, mais on pourrait aller très loin, puisqu'aujourd'hui, vous avez des chiens écouteurs avec les chiens du silence qui, eux, vont permettre de faciliter la vie de personnes sourdes. Vous avez Acadia qui est également sur la détection de diabète. Il y a énormément de profils de chiens d'assistance différents. Ce qui nous joint tous, c'est le cursus de formation et le fait qu'un chien, pour nous, doit avoir vraiment un vécu d'au minimum 18 à 24 mois pour pouvoir être attribué auprès d'une personne, que ce soit une personne malvoyante ou aveugle, ou que ce soit une personne sourde ou une personne en fauteuil. C'est un cursus chien d'assistance qui est extrêmement important. Merci beaucoup. Alors, on va prendre rapidement une dernière question, madame. Oui, bonjour, juste rapidement. Je n'ai pas trop compris ce que c'est justement le chien assistant judiciaire. Et puis, juste pour madame, je voudrais savoir, il n'a pas une vie, votre chien il va mourir avant vous normalement. Est-ce que automatiquement, vous allez avoir un deuxième chien? Oui, j'ai prévu de faire une autre demande, mais pour l'instant... En fait, Handy Chien reste propriétaire de tous ses chiens et on a un suivi à vie avec nos bénéficiaires. Et effectivement, Stéphanie, quand son chien va être vieillissant, on a un cursus spécifique. On intervient environ aux 10 ans du chien. On va communiquer un petit peu plus fortement sur ce qu'est le vieillissement et accompagner. Alors, les demandes, effectivement, généralement, un bénéficiaire qui a eu un chien va être prioritaire. On va essayer de le mettre en avant, à moins qu'il y ait vraiment de gros changements dans son environnement de vie ou dans sa pathologie qui fait que c'est plus compatible avec l'accès à un chien. Et la deuxième question, c'était sur le chien d'assistance judiciaire. Le chien d'assistance judiciaire, c'est une création récente en France, puisque le premier chien, LOL, a été remis à Cahors en 2019. C'est un chien qui va accompagner des mineurs victimes d'agressions sexuelles ou d'agressions physiques lors des auditions, donc en gendarmerie, par exemple, dans les salles d'audition Mélanie, et qui va suivre ce mineur. Alors, au départ, c'était un programme que sur les mineurs, et on l'a monté progressivement vers toute personne vulnérable, et il va l'accompagner sur tout le processus pénal, jusque dans le procès aux assises. Donc c'est un phénomène qu'on connaît aux États-Unis et en Amérique du Nord, puisque la méthode a été créée par une procureure et une vétérinaire américaine.
Depuis 2006, il y a presque 300 chiens dans le système judiciaire américain. Le FBI travaille avec des chiens. Nous, c'est venu en France tout simplement. J'ai vu un article de presse qui présentait le travail de ces chiens suite à la tuerie d'Orlando, où un article de presse présentait 12 Golden qui intervenaient auprès des victimes et des familles de victimes. Et c'est un modèle qu'on a mis en place avec le procureur Almendros, avec la Fondation Adrienne et Pierre Sommer, et soutenu fortement par la Fondation Royal Canin. Aujourd'hui, on a 7 chiens attribués en France à l'heure actuelle. En fin décembre, vous pourrez compter 11 chiens attribués sur le territoire. Bien, écoutez, bravo et merci. On vous applaudit tous les 4. Merci beaucoup, Béatrice. C'était une conférence particulièrement riche. Bravo aussi au Guy. Et écoutez, donc, vous pouvez retrouver nos invités. Il y a notamment des présentations dans la galerie, donc juste au premier étage. Quant à nous, on se retrouve dans quelques minutes. Donc, pour une question un petit peu intrigante, comment guérir la vieillesse. Donc, à tout de suite. Merci beaucoup.